Donc, c'est parti. Rodolphe Bonas avec nous. Salut Rodolphe. Bonjour Stéphane. Alors, président maintenant de Aristide Retail Technologies. Voilà, CACOM évolue et devient Aristide Retail Technologies. Karine Sanouillet, bonjour Karine. Donc, toi aussi, consultante, hein, Karine. Respire Conseil, c'est ça? Avec une dimension, j'imagine... Une grosse dimension transition écologique. Transition écologique, toute ta carrière dans la grande distribution. Et puis Vincent Maillet. Salut Vincent. Bonjour. Directeur général de Havas Commerce. On s'est régulièrement parlé. Vincent, tu as écrit un bouquin sur Amazon. Et là, une étude très complète autour de Walmart, très intéressante. Donc voilà, on va pouvoir décrire tout ça. Ça existe encore? Je ne sais pas qui peut... Les marges arrière, parce que je pensais au prix de l'électricité et les marges arrière, ça existe encore? Oh oui, c'est habillé un peu différemment maintenant dans le dispositif. Mais oui, en effet, il y a encore tout un mécanisme qui existe entre les distributeurs et les industriels qui leur permettent d'avoir des équations économiques sur lesquelles ils retombent un peu sur leurs pieds. Donc l'industriel paye sa place dans les rayons de la grande distribution? Paye sa place, mais ça rentre. Vous savez qu'aujourd'hui, les négociations commerciales sont encadrées dans le monde de la distribution, puisqu'en effet, on engage actuellement les premières conversations entre industriels et distributeurs à l'heure où je vous parle, et elles vont se terminer fin février. Dans ce dispositif-là, on doit encadrer la totalité de la relation, c'est-à-dire à la fois le prix, mais aussi tout le mécanisme commercial et promotionnel qui se joue. Et c'est bien là où on a tous les enjeux, parce que pour une raison très très simple, hein, c'est qu'après la proximité, le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix. Donc, mécaniquement, il va y avoir un peu bagarre, parce que celui qui a le bon prix, il aura les clients. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore ces dispositifs qui sont encadrés. Oui, avec une modification cette année, puisqu'on a la loi Egalim 2, qui... ça commence. C'est complexe. C'est complexe, mais c'est intéressant. En tout cas, la loi Egalim 2, qui donc est la suite de la... Egalim 1, et qui ajoute une dimension qui devra obliger les distributeurs à répercuter les hausses, ou en tout cas les coûts des matières premières. Donc c'est tout simplement destiné à protéger les producteurs, les agriculteurs, à protéger leurs revenus. Mais Leclerc, il a déjà dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça, Karine. Il a été là, chez Jean-Jacques Bourdin avec sa liste de courses, et il a égrené les hausses les unes derrière les autres en disant « Mes acheteurs auront pour mission de refuser ça ». Enfin, il veut faire barrage contre le Pacifique, là. Il y a deux choses. Il y a cette hausse des matières premières qui vient se surajouter sur un dispositif qui était conçu sans hausse des matières premières. Donc le débat repart. Maintenant, on imagine bien quand même que il y a une équation économique pour les industriels qui transforment ces matières premières qui leur coûtent plus cher. Il n'y a pas seulement les matières premières alimentaires, il y a aussi les emballages. Donc c'est un vrai sujet dans le prix de revient d'un produit. Et à un moment, on imagine bien que il n'y a pas de magie. Il faut bien répercuter le prix de ces produits. Voilà. Alors la question, c'est est-ce que les consommateurs français sont prêts à payer un additionnel, c'est tout le problème, et qui met la classe politique un peu en émoi et en une situation pas forcément très confortable. Stéphane, un éclairage de chiffres, il faut savoir qu'en moyenne, hein, c'est une moyenne, hein, tout produit confondu dans l'alimentaire, lorsque vous achetez 100 € de produits alimentaires dans votre hypermarché ou supermarché, seulement 6,50 € en moyenne sont dédiés à l'achat de la matière première. Donc vous voyez, les hauts cris de Michel-Édouard Leclerc, c'est surtout là-dessus. Il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on me répercute? Pourquoi est-ce qu'on demande 10% de hausse sur un paquet de pâtes? Non, mais ça dépend des produits. Exactement. Alors, j'arrive pas à croire que sur un paquet de pâtes, ce soit seulement 6% sur un paquet de pâtes, qui soit lié à la matière au blé. C'est assez faible. Hein. C'est-à-dire que si un paquet de pâtes qui vaut à peu près, on va dire, entre les 50 centimes ou 1 €, voilà, c'est ça, paquet, ça va dépendre. Ouais. Mais imaginons qu'on soit sur 1 €, pour être très précis, si vous avez 20% d'augmentation du prix du blé dur, à partir de ce moment-là, vous aurez à peu près 4 centimes d'euros de plus sur votre paquet. Donc vous voyez que l'impact... Tout le reste, c'est le marketing, Vincent. Tout le reste, c'est de ta faute. Pas que, oui, un peu. Mais pas que. C'est le fabricant de prospectus qui me dit ça. Je suis mort de rire. Mais, bon, un mot là-dessus, Vincent. Vas-y, ça m'intéresse. Il y a un truc qui est important aussi là-dessus, c'est que quand on parle de marge arrière ou de comment en fait les distributeurs organisent finalement la négociation avec le fabricant, une des raisons qui fait que les prospectus aujourd'hui ne disparaissent pas,
ça, c'est justement parce que ça fait partie du panel d'outils de négociation et de mise en avant. Parce que vous avez, finalement, les rayons, ils sont pas illimités, donc vous avez beaucoup de marques qui essayent d'exister. Et le prospectus, par exemple, fait partie des solutions de négociation avec les acheteurs pour exister, non pas forcément dans le facing et dans le rayon, mais au travers du prospectus, d'avoir un peu d'existence et de surface d'existence pour vendre des produits. C'est ce qui s'appelle les services, la vente de services aux industriels. Voilà. Mais le prospectus, c'est le mais la principale raison, c'est le canard le plus lu de France. Enfin, moi, quand je faisais mes études de journaliste, on me disait le prospectus de Carrefour est le journal. C'est surtout énormément d'argent. Donc, quand on dit, quand les distributeurs, les gens disent bon, c'est quoi l'alternative au prospectus? Il ne faut pas se dire quels sont les médias alternatifs au prospectus. C'est quel est le modèle économique qui permet finalement d'offrir les mêmes services et la même puissance et la même mise en avant que les prospectus papier aujourd'hui en alternative. Est-ce que le canal digital permet de faire ça? Aujourd'hui, non. Alors, encore un élément chiffré. Non, mais vas-y, on est en plein. J'apprends plein de trucs, je suis ravi. Entre ce chiffre d'affaires promotionnel, ça représente entre 7 et 15% du chiffre d'affaires d'un distributeur alimentaire ou non alimentaire. Donc, vous imaginez... L'ensemble de ce que Karine t'appelait les services associés à la vente du produit. Le plus gros des services. Il y a deux types de services. Il y a le service qui concerne plutôt la gamme de produits. Et le service qui concerne la promotion. Donc les prospectus, c'est le service qui concerne la promotion. Et c'est un peu piégeux parce que d'une part, les distributeurs doivent, enfin ça c'est normal, doivent avoir des services réels. Donc le prospectus, c'est réel, on peut le toucher, on sait combien on en fabrique, on sait combien on en diffuse. Donc, la tête de gondole, c'est réel aussi. La tête de gondole, c'est réel, mais quand vous avez un parc de 1000 supermarchés, qu'il faut aller montrer que vous avez bien fait les 1000 têtes de gondole dans les 1000 supermarchés pendant 10 jours ou 15 jours, c'est plus compliqué à prouver. La DGCCRF, il ne vous envoie pas des personnes dans les 1000 supermarchés. Donc le prospectus, c'est à la fois pratique, tangible et efficace, parce qu'effectivement, aujourd'hui, même si le digital prend de la place dans la manière qu'ont les Français et les consommateurs d'être au courant des produits, enfin des promotions, le prospectus, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, on le trouve dans la boîte à lettres, etc. Il s'impose à nous, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. Il faut aller le chercher. Voilà. Donc, alors que le digital, il faut aller le chercher. Exactement. Toutes les expériences, Stéphane, qui ont été montées en Suisse, en particulier, qui à un moment a décidé d'éradiquer complètement le prospectus papier, ils sont très vite revenus dessus. Pourquoi? Parce que c'est un média qui commercialement est efficace. En Corse, il y a eu une expérience aussi il y a presque 10 ans maintenant, dans laquelle l'ensemble des distributeurs s'étaient accordés pour ne plus faire de promotion commerciale au travers du papier. Et au bout du course, ils sont revenus parce qu'ils ont vu que cette absence d'attractivité commerciale, elle avait un impact sur le chiffre qui était assez conséquent. Impact sur le chiffre et puis impact sur... parce que la communication de l'innovation, enfin, le dynamisme de l'industrie agroalimentaire, il est aussi entraîné par l'ensemble de ce et que le font pouvoir aujourd'hui. d'achat. On oublie aussi de dire que cette promotion commerciale, ça a aussi un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais ça, je vais te dire non, parce que cette promotion commerciale, quelque part, il faut que quelqu'un la paye. Donc ça veut dire que ça se retrouve sur le prix du produit. C'est quand même à la fin, moi, si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est quand même à la fin moi qui le paye, ce prospectus. Même si c'est infinitésimal, je suis d'accord avec toi. Oui, mais la générosité offerte par les marques et les enseignes sur ces produits-là, elle a quand même un impact sur le pouvoir d'achat. Mais en même temps, on rentre là depuis une semaine dans l'expérimentation qui s'appelle WePub, qui a été décidée par la loi climat et résilience. Donc là, les collectivités territoriales vont devoir dire si elles ont envie de faire ce test WePub, c'est-à-dire que c'est un nouveau système où, au lieu de mettre Stop Pub sur la boîte aux lettres, le consommateur doit mettre WePub sur la boîte aux lettres, sinon il ne peut pas avoir de prospectus. On rentre là. Pas ça. Phénomène inversé. C'est phénomène inversé. Donc voilà, donc le prospectus ne vient plus. Il faut dire je veux le prospectus. Et donc on rentre dans cette expérimentation. Oui, mais alors le devoir de tous ceux qui défendent l'entreprise, la création de richesse, le dynamisme, l'innovation, c'est de mettre WePub. En fait, on va se reconnaître. Moi, je vais mettre WePub sur ma boîte aux lettres tout de suite. Vincent, tu m'es obligé de mettre WePub. Obligé. Je sais pas, c'est mon épouse et mes enfants qui vont décider. Il y a un truc important qu'on dit rarement, c'est que le prospectus est le premier canal promotionnel. Ouais. D'accord. Donc dans une loi, avec la loi Egalim par exemple, on constate que ce qui est en train de se passer, c'est comme les niveaux de promotion sont limités, le prospectus permet
dans un nombre de pages assez conséquent, d'avoir tout un panel de promotions offertes aux consos. Contrairement à un prix, un produit, un prix fortement promotionné sur une affiche, par exemple. Tout à fait. Là, on peut cumuler. Donc ça, c'est un premier sujet. Et un deuxième, c'est que finalement, les enseignes qui sont les plus dépendantes du canal prospectus sont les enseignes qui font le plus appel à la promotion. Ben oui. C'est-à-dire celles qui ont une meilleure image-prix. Alors Leclerc est un peu paradoxal là-dessus, parce qu'ils nous donnent une très bonne image-prix et ils continuent à utiliser fortement le prospectus. Mais finalement, les enseignes qui ont une très bonne image-prix pourraient, a priori, sur le papier, en théorie, j'aimerais vivre en théorie, disait Woody Allen, que tout est possible, mais en théorie, devraient pouvoir s'en sortir. C'est pas vraiment le cas. On s'aperçoit que, bien qu'étant un canal très promotionnel, finalement, même les enseignes qui ont une bonne image-prix continuent à en faire. Donc, alors, ouais, non, mais c'est... En fait, c'est ça qui va être formidable, c'est qu'on découvre à travers ce prospectus et tout ce qu'on pourrait encore en dire, que c'est une industrie. Que c'est une industrie qui est arrivée à une technicité qu'on ne soupçonne pas quand on est dans les rayons et qu'on pense que les gars sont en train d'aligner les paquets de pâtes justement un petit peu au hasard à la va comme je te pousse. Rentrons dans le dur là. Donc Carrefour Auchan, rumeurs, etc. Et quel est le prénom du patriarche de la famille Mullier là ? Gérard qui sort quand même pour que Gérard s'exprime. Voilà. Il faut qu'il se passe quelque chose pour dire nous ne vendrons jamais Auchan, mais on est prêt à des partenariats, pourquoi pas avec Carrefour. De quel syndrome est-ce que c'est le symptôme ? Le signe. En fait, oui. Là, la réalité, tout d'abord, c'est que c'est à la fois surprenant et puis pas totalement. Sans rentrer dans les détails de cette opération, parce qu'on verra. Mais pour expliquer simplement une chose, c'est que Alexandre Bompard avait annoncé dès le départ, quand il est arrivé chez Carrefour, à dire le marché français de la distribution alimentaire aura besoin d'une concentration. Donc, qu'il y participe, à la rigueur, ça surprend personne. Tout à fait. Et puis, on connaît sa marque de fabrique. Quand il était à la FNAC, il a quand même lui qui a monté l'opération FNAC Darty. Donc, qu'il essaye de reproduire le système, c'est pas trop surprenant. Là, la réalité, c'est qu'en fait, on voit quand même qu'on a deux groupes qui sont deux groupes intégrés. Vous savez que le marché français est divisé en deux typicités d'acteurs, à la fois les franchisés, les indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U d'un côté, et puis de l'autre côté les intégrés, Casino, Carrefour et Auchan. Et donc l'idée, c'est de dire que ces deux marques d'intégrés pourraient se réunir avec une marque de fabrique à l'intérieur même de ces deux groupes. C'est que ce sont deux groupes très très forts dans le modèle de l'hypermarché. Et c'est un peu ça, le point, avec un Carrefour quand même qui cette année, ça il faut le souligner, a réussi à redonner des couleurs à son modèle de l'hypermarché. Donc on peut comprendre qu'il est entamé ou pas, on ne sait pas, mais entamé de premières conversations avec Auchan pour leur dire écoutez, on a une recette, est-ce qu'on ne pourrait pas la partager ? Rodolphe, c'était assez simple. Alors, je ne sais pas mes confrères du Monde, mais à partir du moment où avec Casino, c'est même plus la peine d'en parler parce que c'est un problème d'homme entre les deux patrons ou l'étranger, tu n'as plus le droit puisque c'est stratégique. Bon, et où avec les indépendants, tu ne peux pas le faire. T'as raison. Voilà, quoi. L'affaire est dite. Mais est-ce que c'est ça, c'est le malaise de l'hyper, le syndrome de l'hyper qui est l'idée aujourd'hui ? Il y a un sujet de croissance de Carrefour, de Carrefour et de... Oui, c'est ça, d'aller chercher de nouvelles parts de marché. On est sur un marché qui est flat depuis plusieurs années, parce que la population ne grossit pas en France, donc il n'y a pas de raison qu'on mange plus. Les prix n'augmentent pas non plus, donc si on veut aller chercher de la croissance, c'est forcément de la croissance externe. Bien sûr, il pourrait aussi recréer des magasins ex nihilo, mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver des emplacements, voire impossible avec les lois sur l'artificialisation des sols. De toute façon, voilà. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour aller chercher de la croissance que de soit s'allier, soit faire une fusion. Enfin voilà, après, on ne sait pas quelle forme ça prendra. Mais c'est pas des bonnes fusions, ça, Karine. Ça veut dire parce que tu sais, tu disais, Bompard le dit depuis, mais les opérateurs télécoms, ils le disent depuis. Tu vois, 20 ans à un moment. La fusion de deux groupes qui vont pas très bien et qui savent pas comment chercher de la croissance,
ça donne jamais quelque chose de très efficace. C'est un modèle en fait, si on fait un peu de la projection, c'est quand même un modèle où l'hyper, où on fusionne les deux, c'est un modèle où l'hyper est très présent et très puissant. Ouais. Et donc du coup, c'est pas le modèle, enfin c'est pas forcément le modèle de l'avenir. Les grands hyper aujourd'hui, On en est sûr de ça. Aujourd'hui, on va plutôt vers des petites structures, des moyennes structures, sachant que le modèle économique de l'hyper, il fonctionne quand le non alimentaire est puissant. Parce que l'alimentaire, il y a un moment où quand vous avez 15 choix d'avocats et de tomates, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Tout à fait. Donc il passe par un renouveau du non alimentaire. Et aujourd'hui, moi je connais pas d'hyper qui réinventé à ce point le non alimentaire qu'on se dit waouh génial, les gens vont retourner. Leclerc il tient. Oui, mais et Leclerc il dit c'est mon Amazon en 3D. Oui, mais c'est pas des grands hyper. Perdez pas de vue que le bon format aujourd'hui, c'est autour des 10 000 m² en fait, on va dire. Un peu en dessous. Et de quoi on parle pour Carrefour Auchan? En fait, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est la définition de 20 000. Voilà, ah, c'est ça. D'accord. C'est en fait les deux enseignes qui ont les plus avec gros un non alimentaire forcément dans la surface qui est très pesante, c'est-à-dire qu'il faut énormément de rayons non alimentaires dans ces surfaces pour les rentabiliser. Et puis ça fait des années qu'on dit que ce soit Carrefour, Auchan, que ces hyper-là, quand ils vendent un téléviseur par exemple en rayon, ils perdent de l'argent. Parce que la concurrence du digital est forte, les marges sont tellement faibles que vendre un téléviseur, c'est-à-dire mettre en place une organisation de la livraison, un vendeur, un conseiller, machin, fait qu'ils perdent, c'est de l'EBIT négatif aujourd'hui. Donc la difficulté du modèle aujourd'hui hyper, elle est là. Et donc l'idée c'est... Non mais attends, ça m'intéresse juste finir ça, parce que l'idée donc de l'hyper, c'était en fait... J'attire le chaland en disant il va absolument tout trouver, je vais perdre de l'argent sur le téléviseur, mais je vais me récupérer sur autre chose. Et en fait, là, il n'y a plus rien sur quoi se récupérer, c'est ça le... Si, parce que les parts de marché alimentaire restent à peu près stables. Oui, mais avec des marges qui sont... Non, enfin, c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Alors après, il y a une difficulté qu'évoquait mon camarade tout à l'heure, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le poumon la grande distribution alimentaire, et notamment des hyper, ça reste l'alimentaire. Après, le non-alimentaire permettait d'augmenter les paniers. D'accord. Alors, les hyper font toujours 40% des dépenses des Français pour leur alimentation. Donc on parle bien là des grands hyper. Les hyper, Leclerc. Tous hyper confondus. D'accord. Donc au-dessus de 10 000 m². Non, le point, c'est ça, c'est que on a une définition en France de l'hypermarché qui dit un hypermarché, c'est au-delà de 2500 m². Mais en fait, la réalité, c'est que le modèle entre 2500 mètres et 20 000 m², c'est plus du tout le même magasin, c'est plus du tout le même modèle économique, c'est plus la même histoire. Ouais. Et ce qu'on a bien identifié, c'est de dire que, ce que dit Vincent est tout à fait vrai, c'est que en fait, on se rend compte que la frontière, elle est entre 8 et 10 000. C'est-à-dire que... Frontière de rentabilité. Oui, non, de performance. De performance. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas rentables. Non alimentaire. Exactement. Et donc, à partir du moment où on bascule dans les 10 000, on arrive à une logique dans laquelle on va au-delà d'un alimentaire et d'un non-alimentaire de dépannage. On est obligé d'avoir des rayons non-alimentaires puissants, c'est-à-dire dans la TV, IFI, vidéo, la déco. Il faut qu'il se passe quelque chose sur ces rayons. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, on se rend compte que la concurrence du digital vient bousculer, chahuter le modèle économique. C'est pour ça que sur ces dernières années, juste pour préciser ce point-là, c'est ce qu'on n'avait jamais vu se faire en France, c'est que des très gros hypermarchés ont commencé à fermer des mètres carrés, c'est-à-dire à réduire leur surface de vente en disant attends, moi je ne peux pas faire face à ce modèle-là. Karine ? C'est une question de trafic en fait dans ces très grands magasins. Il y a un trafic qui diminue, des clients qui viennent moins, parce que d'abord les gens ont moins envie que dans les années 80-90 d'aller passer la demi-journée en famille dans l'hypermarché. Voilà, ça c'est fini. Donc il y a une problématique de trafic. D'autant qu'effectivement, comme disait Rodolphe, il y a des alternatives pour acheter le non-alimentaire sur Internet, en e-commerce. Donc, c'est des modèles qui deviennent plus fragiles. Même si ça reste une part très importante encore de la consommation des Français. On n'est pas en train d'avoir un effondrement des hypermarchés. Mais c'est vrai que les Français habitent de plus en plus en ville. C'est plutôt les formats moyens ou petits qui sont en centre-ville et plus les formats de périphérie pour lesquels il faut prendre la voiture pour aller faire les courses. C'est ces formats plus petits en ville, là où se trouvent les gens, qui ont de la croissance aujourd'hui. Vincent, leçon de Walmart là-dessus? Alors, elles sont de Walmart. Mais enfin, pas. Non. Elles sont très très nombreuses. Mais juste sur les hyper.
Alors Walmart, alors d'abord, il est très fort. Ils sont très forts sur le non-alimentaire. Walmart, c'est assez bluffant d'ailleurs parce que. Mais justement, ils ont des solutions. Eux, ils ont trouvé des solutions. Ils ont des solutions. Après, ils souffrent, hein, comme tout le monde, mais ils ont des solutions. Le truc qui est très intéressant, c'est quand vous visitez un hyper Walmart, vous avez l'impression que l'alimentaire a été restreint par rapport à la France. C'est-à-dire que la surface de l'alimentaire en France est bien supérieure à l'équivalent d'un hyper Walmart aux États-Unis. Ils sont très forts sur le non-alimentaire, notamment sur les prix. C'est absolument bluffant. Ils sont très très forts sur les prix. Globalement, Walmart. Mais c'est la masse, la puissance qui fait ça, justement. C'est parce que c'est combien? C'est 550 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 550. Mais 550, ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que en gros, Walmart a toujours eu une espèce de relation avec les Américains. Et notamment les ruraux, hein, parce que vous allez à New York, chercher un Walmart à New York, il faut prendre la voiture, hein, vous n'y allez pas à pied. Donc, notamment avec les ruraux, qui a toujours été très forte. Il y a une relation de partenariat qui est absolument incroyable. Il y a un contrat qu'ils ont réussi à renouveler alors. Qui a toujours depuis été 50 ans, 60 ans. Qui a toujours été là. Il y a un contrat de confiance sur les prix qui est monstrueux. Alors moi, la dernière fois que j'y étais, c'était premier sur les prix. Ils s'engageaient à être les premiers sur les prix et ils montraient des études qui justement prouvaient qu'ils étaient les premiers sur les prix. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, il y a un truc qui est en train de se passer, en fait. Vous regardez dans le monde l'évolution du retail. Vous avez ce que j'appelle les digitaux natifs, donc les Amazon, les Alibaba, les Flipkart en Inde, voilà, les JD.com, les Rakuten, etc. Ces gens-là sont des énormes marketplaces, notamment sur le non-alimentaire. Et vous avez le développement du discount, c'est-à-dire les Lidl, on en parlera tout à l'heure, mais les Lidl, les Aldi, qui en France progressent de façon phénoménale. Enfin, pas qu'en France. Phénoménal. Ah si, ils font. Bon, mais attends, et justement, ouvrons pas tous les tiroirs. Restons sur Walmart. Ce que je veux dire par là, c'est que le prix, en fait, reste toujours un gros driver. Ouais. C'est-à-dire l'engagement sur les prix sur toute une catégorie de population. C'est-à-dire vous avez effectivement les urbains. Bon, les urbains, eux, peuvent se permettre, ils ont tendanciellement des moyens un peu plus importants que les ruraux, mais on voit bien que les gens qui finalement consomment Internet aujourd'hui, c'est des familles périurbaines avec enfants, c'est plutôt des gens où le couple travaille, l'homme et la femme, et ils ont des revenus. Et puis que les catégories qui sont des clients de discount, donc des enseignes comme Action, comme La Foire Fouille, comme Walmart aux États-Unis, comme Lidl, comme Aldi, ces gens-là surconsomment moins le canal digital, font pas livrer spécialement, achètent moins de non-alimentaires sur le digital et continuent à fréquenter les magasins. Ça veut dire que cette promesse prix là, parce que et on en parlera aussi, c'est-à-dire Walmart, quand on s'intéresse à Walmart depuis 5-6 ans, c'est sans arrêt sur des sauts technologiques. On a raconté l'espèce de petite course avec Amazon sur qui allait remplir ton frigo, le premier, etc. Ouais. Ce que tu dis, c'est OK, tout ça c'est très bien. Ouais. Simplement, c'est la promesse toujours tenue d'une relation au prix qui est indéfectible. La signature historique, hein, c'est comme Leclerc en France. C'est Save Money, Live Better, c'est-à-dire économiser de l'argent, vivez mieux. Et ils sont sur le bien-être des Américains. C'est-à-dire que pour ça d'ailleurs que, alors il faut savoir qu'en plus Walmart c'est plutôt donc c'est l'Arkansas à l'origine, donc c'est plutôt des gens qui sont républicains. Et Doug McMillon par exemple, c'est totalement déconnecté de Trump. Hein, ça faisait partie des soutiens de Trump parce que pour lui tout le phénomène Black Lives Matter, en fait, hein, d'accord, était une agression pour les clients de Walmart qui sont des clients plutôt d'origine africaine, pardon, en tout cas noire américaine. Noire américaine. Nous on a le droit de le dire. Avec des revenus plutôt faibles, plutôt voilà. Donc Douglas McMillon, c'est le gars en fait qui est un gars de l'interne en plus, c'est assez l'histoire assez la relance de il a démarré stagiaire et il est aujourd'hui patron. Juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis on a cette réalité, c'est-à-dire qu'on a une véritable contre-attaque organisée face au phénomène Amazon, qui est à la fois Walmart, qui est une vraie démonstration et qui est assez puissante. Alors on a une densité commerciale qui est très différente aux États-Unis qu'en France, hein, c'est-à-dire qu'en France... D'accord, mais il y a 10 ans, personne ne pensait qu'il résisterait comme ça. Personne. Voilà. Exactement, et c'est pour les raisons qui ont été évoquées, c'est cette performance du prix, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça, hein, c'est pas ça qui fait. Et l'autre, c'est Best Buy, c'est-à-dire qu'on a aussi Best Buy qui a contre-attaqué massivement les fondamentaux d'Amazon et qui est venu chahuter finalement et essayer de corneriser au maximum quelque part ce géant du digital pour essayer de faire en sorte de lui dire attends, le carrelage a encore de beaux jours devant lui. Et c'est assez vrai. Hein, c'est ce que disait Vincent, c'est très très vrai. On voit le commerce américain et les Américains finalement avoir une
pas un scepticisme, mais une vraie alternative se proposait à eux. On est moins dans le tout Amazon. Et là aussi, c'est le prix. Le prix, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Ça. Et enfin, on en reparlera, une qualité de service, livraison, etc. Machin, mais c'est le prix. Karine? Oui, Walmart, c'est tout de même est en train de faire sa mue quand même sur l'aspect digital livraison. Oui. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Walmart Plus, qui est un programme d'abonnement. On va y aller sur les abonnements après la pub. Et qui a un grand succès. Et qui, voilà, je crois que c'est $12 par mois, avec la livraison comprise et des avantages autour de la livraison. Donc, ils évoluent quand même très largement. Ils étaient effectivement un modèle qui était everyday low price, pas beaucoup de promos. Alors, pas de connaissances clients, tout ça, les histoires de carte de fidélité, c'était pas du tout dans leur truc. Ils évoluent pour faire face à Amazon et avec un certain succès, parce que je pense qu'ils y ont mis les moyens. Alors, tu disais, parlons-en maintenant, et puis ensuite on marquera la pause, le hard discount. Moi, j'ai l'impression qu'on reste sur des parts de marché qui sont toujours les mêmes. Non, bon? Faut surtout pas dire ça. Vas-y. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit déferler un modèle qui est assez passionnant quand on le regarde de près, c'est le modèle Lidl. Le modèle Lidl, c'est... mais Lidl, c'est quoi? C'est 6, 7, 8% du marché aujourd'hui. Oui, mais c'est surtout ça a démarré à 1,5. Ça progresse. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis presque 3 ans, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tous les cas, c'est une conquête de parts de marché tous les trimestres. C'est vraiment une croissance continue. Non, ça fait très très mal. C'est du grignotage permanent. Ce qui évolue, c'est Attends, Vincent va finir et puis je te... Non, le secteur hard discount n'évolue pas. On est même plutôt... on a baissé depuis 2008. C'était monté à 2008, c'était monté à 14% au moment de la crise. On est plutôt à 11% aujourd'hui. En revanche, il y a eu des disparitions d'enseignes. Il y a Dia qui a disparu, par exemple. Donc Lidl, au contraire, a beaucoup investi en France, et LD aussi. Donc ces deux enseignes-là, elles gagnent des parts de marché, mais sur un marché lui-même qui n'évolue pas. D'accord, je comprends. Ok. Alors, Vincent, après, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que si vous regardez Lidl, c'est un modèle de pur discount, on va dire... façon Europe du Nord. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans du prix. Les produits sur les palettes, bim, on y va. Quand même, à l'époque, c'était limite trash, d'ailleurs. Tout à fait. Chez un Lidl, vous disiez waouh. Et en gros, ils ont fait un trajet qui est assez intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à pas trop les cornériser. C'est qu'on voit que l'expérience magasin, la qualité produit, puis surtout les non alimentaires. Ce qui est hallucinant d'ailleurs. Là, moi, pour le coup, je trouve ça absolument à raconter. Je trouve ça absolument fabuleux. C'est que donc ils ont fait monter en gamme l'expérience alimentaire, donc avec du pain cuit sur place, avec des choses assez intéressantes, toujours en gardant cette idée prix. Et puis des magasins de plus en plus sympas. Et puis alors, ils font un truc qui est absolument incroyable, c'est que ils ont des produits non alimentaires. Vous savez, le fameux robot cuiseur, le vélo, la petite tronçonneuse à bois, etc., à des prix qui sont absolument canons. Et sur lesquels ils communiquent, et donc ils font venir... Et donc là, ils font des opérations de déstockage, quoi. Ils font des opérations de déstockage, arrivage, on va dire, des coûts. Qui cartonnent. Donc en fait, ils ont gardé finalement l'esprit qu'il y avait dans les hyper à l'époque. L'hyper vous faisait venir parce que la promo sur l'appareil photo, le vélo ou l'autocuiseur était tellement canon que vous aviez envie de vous l'acheter et donc vous alliez en hyper. Et puis vous faisiez vos courses alimentaires. Et finalement, Lidl a gardé cette recette, mais sans avoir des rayons, ce que vous disiez tout à l'heure, sans avoir des rayons absolument incroyables à gérer avec des télés, des centaines de télés, des centaines de vélos, des machins, des trucs. Logique de coût. C'est une offre extrêmement courte, extrêmement limitée, des prix canons et toujours ce produit d'appel. Et donc, vous avez des gens qui vont aujourd'hui chez Lidl pour acheter le produit d'appel parce que le robot est à 200 €, là où chez Vorwerk, l'équivalent, il doit être à 800 ou 1000. Et donc, vous y allez parce que vous dites, tiens, il y a une super affaire à faire en non alimentaire. Et puis, boum, vous achetez l'alimentaire. Raison pour laquelle je ne sais pas et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut qualifier Lidl dans un marché du hard discount. Je pense qu'il a quitté ce monde du hard discount, voire même du discount, pour aller vers ce qu'on appelle des enseignes à dominante de marque propre. Alors, ça ne veut plus rien dire, mais on comprend bien. C'est clairement... Non, mais... Il n'y a pas les grandes marques. Voilà, ça veut dire c'est un peu le dispositif, et on retrouve ce confort d'achat, une qualité de service, une efficience aussi dans l'achat. Donc, c'est vrai que c'est un modèle, ça y est, c'est une force. Donc, c'est qui le hard discount, alors? Le hard discount... il devient très réduit, alors, à ce moment-là. Il est en train de se faire dépositionner par Aldi. Exactement. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est en quoi la nature a horreur du vide. Ça veut dire quand on annonce
annonce en France l'arrivée de Merck et cette enseigne, alors là, de super hard discount russe, où là, pour le coup, on bascule dans un côté soviétique de la consommation. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, eux, ils ont regardé le marché français, ils ont dit Lidl quitte son Tous en bourgeoise. Moi, je vais continuer. En même temps, Karine. pourquoi Lidl a fait ce déplacement et que Aldi, à mon avis, le fera aussi, c'est que c'est ce qu'attendent les consommateurs. C'est-à-dire qu'en France, il y a moins d'envie des consommateurs, même de ceux qui ont moins de moyens, d'aller dans des magasins comme ça, où c'est quand même pas gai, quoi. Et en France, il y a aussi de l'aide alimentaire. Donc, en fait, les gens qui ont vraiment des difficultés pour manger, il y en a qui mangent avec l'aide alimentaire, partiellement ou complètement. Ceux qui peuvent se permettre... Ah oui, je comprends ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire entre tous nos systèmes sociaux, on va dire ça comme ça, effectivement, la puissance des restos du cœur, qui n'a peut-être pas d'équivalent ailleurs en Europe, j'en sais rien, mais enfin, c'est très, très, très puissant. En fait, le créneau du super hard discount devient très étroit. Exactement. Et puis, un mot, parce qu'il faut qu'on marque. Je veux dire, mais je suis entièrement d'accord. Il y a aussi cette idée en France que en France, on est quand même un pays d'agriculteurs. Donc, la qualité du produit, bien manger en France, ça reste quand même un argument important. Donc, acheter des produits de qualité et donc les payer un peu plus cher, c'est quelque chose qui est accepté en France, peut-être plus que dans d'autres pays. On marque une pause et on se retrouve dans un instant par les grandes distributions.